Merci tout le monde, ça a repris quelques minutes. J'ai chaud, j'ai sué, ça n'a pas de bon sens. Ok, je vous présente mes invités parce que j'ai hâte qu'on commence ça. Merci tout le monde. Euh, première invitée ce soir, elle est chroniqueuse au journal Métro et au Nation Magazine, qui est un service de nouvelles sur la nation Cri au Québec et en Ontario. Maïté Saganache, je l'ajoute dans un instant. Aussi, docteur en droit, auteur, chroniqueur au journal Métro, participe aussi régulièrement à des débats à l'émission de Denis Lévesque. Ça, il met moi ça dans son CV. Frédéric Bérard est avec moi. Je les ajoute tous les deux à l'instant. Et voilà. Bonjour à vous deux. Salut! Allô? Bon, tout fonctionne. Désolé pour le délai, c'est tout le temps un peu... c'est pour ça que ça coûte cher faire de la télé, hein? Oui. Vous allez bien? On s'est un peu parlé avant, fait qu'on sait que vous le repose quand même. Vous allez bien ce soir? Oui. Je ne mettrai pas, Louis, dans mon CV que j'ai participé à ton show non plus. Là, prends-le pas personnel. Là, Oh, ça commence dur! Non, mais tu participes à des débats à Denis Lévesque avec Gilles Proulx. Est-ce que c'est toujours avec Gilles Proulx? Tu vois, au show de l'évêque, ça fait déjà, depuis la crise étudiante, depuis 2012, que je participe, donc une dizaine d'années maintenant. Pendant longtemps, c'était une fois par semaine ou 2 semaines avec peu importe qui, là, ici et là. Des fois, c'était juste moi et lui. Puis avec Proulx, ça fait maintenant, je pense, 2 ans que c'est régulier. Et puis voilà, on gère comme on peut. Ok, c'est bon, je te mettrai pas dans le trouble. Je vais me contenter de on gère comme on veut. Comme on peut. Ah non, j'allais raconter une anecdote sur Gilles Proulx. On va garder ça. On est là pour ça. Non, Ça mais pourrait m'être utile. c'est juste... Ah, c'est rien, c'est pas une grosse anecdote, mais dans un café à Montréal, ça me fascinait. Quand j'habitais encore à Montréal, il y a 2 ans, il était dans un café, puis je pense que c'était peut-être par son neveu ou quelqu'un qui essayait d'y expliquer Internet. Puis il y a 2 ans à peine ou 3 ans. Puis je trouvais ça fascinant, puis ça enlève pas sa pertinence ou non-pertinence, c'est pas de ça dont je parle, mais de voir un monsieur de son âge essayer de se faire expliquer Facebook, puis je trouvais ça magique. Magique. Fait que c'était juste ça mon anecdote de Gilles Proulx. Pas, Finalement, pense pas me rendre à la télé avec cette anecdote-là. Hein? Je serais pas invité à son 90e. Comment vous avez trouvé la semaine, globalement? Grosse question, hein? Ouais, grosse question. Ben, moi, j'étais supposée être en vacances, puis je l'ai pas été finalement. Fait que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. On m'a glissé un mot sur Claude Julien, c'est tout. C'est vrai? Puis Thierry Henry, c'est tout ce que je sais de cette semaine. T'as-tu pour de vrai été un peu déconnecté de l'actualité de la semaine? T'as pas trop suivi ça? Parce que ça serait... Je te considérerais chanceuse, parce que ça a été une autre semaine qui, à mes yeux, encore été lourde. Ben, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé avec la CAQ, mais des fois, tu sais, moi, je travaille en communication dans le réseau de la santé. Fait qu'on me bourre la tête de trucs de COVID depuis 1 an maintenant, jour et nuit. Puis, des fois, il faut juste des fois, faut que vraiment que je me déconnecte puis que j'ai une certaine distance émotionnelle avec tout ce qui se passe, dans l'actualité. Mais, j'ai suivi un peu, mais pas autant qu'à l'habitude. Je vous lance. On se lance. On y va. Comme je dis aux gens, je répète aux gens le concept, pas qu'on improvise, mais personne se dit spécialiste dans les sujets qu'on va aborder. On n'a pas la prétention d'être super sérieux. On est vendredi soir, on a un verre. Maïté a une espèce de chai latte, je sais pas trop quoi qu'elle vient de se faire livrer par Uber à 9h le soir un vendredi. Fait que, tu sais, on est relax. Par quoi on commence? On y va-tu léger, puis on règle-tu le cas de Monsieur Patate puis Madame Patate? J'ai vu quelqu'un écrire sur Facebook, j'ai tellement hâte de voir Mathieu Bocoté ériger Monsieur Patate en pilier de la société québécoise, puis j'ai tellement ri. Ben là, les woke veulent faire tomber la statue de Monsieur Patate. C'est ça Oui, exactement. ben je sais que Frédéric, t'as écrit un texte là-dessus aujourd'hui. Fait que commence donc.
qu'est-ce que tu as vu dans ce sujet-là? Ben écoute, c'est drôle parce que comme Maïté, j'étais avec des amis hier dans une conversation privée sur un truc, et puis là, la nouvelle est sortie, puis il y en a un qui a dit « Eh, tabarnak! » Il dit que Québécois va en avoir pour 2 semaines, ça va être le bonhomme patate. Mais là, j'ai dit « C'est quoi cette histoire de fou-là encore? » Pour comprendre le truc de la patate non genrée. Puis, ben, franchement, moi, ces sujets-là, je m'en tape, mais résolument. Et là, je me suis dit, non, c'est pas sérieux. Ils vont quand même pas faire un show avec une patate en plastique, là, ça se peut pas, là. Et évidemment, ce matin, tadam! Sophie Durocher, plus la mitraille de, oh oui, mais là, dans l'histoire de jouets, la patate, elle creusait des Barbies en bikini. En tout cas, j'ai rien compris. Et là, je me suis dit, OK, il faut que j'écrive un cossin là-dessus. Pas que personne l'attendait, mais juste sur la chose suivante. Est-ce qu'on réalise parfois, et j'en doute, à quel point on vit dans une société de cochons gras, là, mais gras, obèses, là. Tu sais, il y a quelques jours, c'était le show du popcorn. On peut pas manger de popcorn au cinéma. Puis là, après ça, c'était, oui, mais là, les snowbirds en quarantaine, on s'en allait à l'hôtel, pas à l'hôtel. Quelques semaines avant, c'est oui, là, tu as droit du sucre à la crème à Noël. Je vais avoir mon sucre à la crème, je vais voir. Et quiconque a voyagé un mini peu, là, que ce soit physiquement ou par les livres, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait des reportages assez récemment, d'ailleurs, l'année d'avant, au Brésil. J'ai vu une favela à Rio, qui est une des plus dangereuses du Brésil, sinon la plus dangereuse. J'ai vu des jeunes de 12, 13, 14 ans qui ne peuvent plus aller à l'école après le secondaire 2 ou l'équivalent parce qu'il n'existe plus d'école. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, puis il y a des poubelles dans la rue. C'est ça la réalité. Les filles deviennent prostituées, les gars vendent la dope. C'est ça qui arrive. Hey, mais là, je te vois venir, là, mais tu vas tuer le métier d'humoriste, là. Si on peut plus chialer ces petites affaires, là, il va nous rester quoi? Non, mais au contraire. Moi, si vous chialez ces petites affaires comme humoriste, moi, je vous trouve drôle. Mais c'est parce que là, je suis désolé, là, mais il y en a qui sont bien plus drôles que nos humoristes. C'est juste qu'ils ne savent pas, là. Et c'est ça qui est problématique. C'est que là, lâchez-moi les couilles avec votre Monsieur Patate, avec votre popcorn, avec votre droit à quarantaine, puis tout ça à la crème. Écoute, Louis, j'ai jamais été autant sollicité comme constitutionnaliste. Ça fait genre une dizaine d'années que je fais des médias. Là, j'en fais full-time sur des niaiseries. Le port du masque, oui, mais là, mais des scénarios, mais absolument hallucinants. Tu te dis, non, mais tant mieux à quelque part. Ça veut dire, si on a du temps à perdre avec ces conneries-là, ça va. Mais ce qui est problématique... Je comprends que ça peut témoigner d'un confort ambiant qu'on a, mais en même temps, on se déchire pour de vrai parce que notre sensibilité est peut-être élevée, fait que la société se déchire pour de vrai parce qu'on est en guerre. Aux États-Unis, ils disent cultural wars. En français, je ne sais pas trop comment on traduirait ça, guerre culturelle ou je ne sais pas, mais ce qui fait que tout devient un symbole. Tout devient un symbole, puis on se positionne par rapport à qu'est-ce que l'autre clan décide. Fait que si l'autre clan décide ça, ben nous, on va être pour ou contre, puis ça devient les mêmes niaiseries qui auraient pu faire une guerre il y a 300 ans en Europe, là, dans le sens qu'on se bat pour des niaiseries, mais on se bat pour ça. Là. Puis là, Monsieur Patate est un symbole. Pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi, je peux peut-être juste résumer un peu la nouvelle, puis ma lecture de la situation, puis vous pourrez réagir à ça, mais hier ou avant-hier, Hasbro, la compagnie qui fait les Monsieur Patate, ou Potato Head en anglais, a annoncé qu'il allait enlever de la marque, ou parce que la marque en tant que telle, c'est Mr. Potato Head. Ensuite, c'est décliné par plein de personnages. Il allait enlever le Mr. de la marque. C'est ça le début. C'est pas il n'y a plus de monsieur puis il n'y a plus de madame patate. C'est qu'il enlève le Mr. Potato de la marque. Je sais que c'est ridicule. Mais le problème, puis là, c'est que la façon dont il l'a envoyé au début, et ça, c'est typiquement d'une grosse... Tu sais, des communiqués de presse d'une grosse compagnie avec des coms qui veulent faire bien, puis trop bien, puis là, qui veulent profiter de ce rebranding-là pour dire... Fini le genre, on est ouvert, l'inclusion. Tu sais, ils en ont trop mis dans le communiqué au début. Pour de vrai, ils en ont trop mis. C'est juste, Christ, tu changes ta marque, là. Calme-toi. Fait que c'est par rapport à ça que les gens ont réagi. Ensuite, Hasbro a corrigé en disant non, on n'enlève pas les genres, on fait juste enlever sur l'emballage le mot Mr. Patate. Fait que finalement, il n'y a pas vraiment d'histoire, sinon qu'une compagnie qui a envoyé un communiqué de presse un peu trop woke à mes yeux. Tu sais, puis même ça, là, tu sais, je veux dire, moi, j'habite dans une communauté autochtone aussi, puis je pense que tous ces débats-là ont ajouté au fait que je voulais
aller vivre très, très loin. souvent, je parle de Waswanipi comme étant ma forteresse boréale parce que pour vrai, c'est tellement paisible. On est 2000 personnes. T'sais, on est au milieu de nulle part. Puis comme des débats là, sur des Monsieur Patate. Puis là, je voyais que cette semaine en France aussi, là, l'Académie française, puis l'écriture inclusive et non genrée, là, les gens en France se déchirent la chemise encore pour ça. Puis tu sais, puis moi, en cri dans ma langue, tout le monde est un tu, tout le monde est un them, tu sais, un il. La langue n'est pas genrée comme le français, admettons. Là. Donc, nous, nos genres, c'est animé, inanimé. Okay. C'est parfois aléatoire. Fait que Denise Bombardier, elle tombe où là-dedans, elle? C'est vivant ou pas vivant? Je refuse de répondre à cette question. D'accord. Ça donne le goût quand même. Hein? Mais c'est-tu vraiment une tempête dans un verre d'eau ou c'est symbolique de notre époque qui... Mais c'est parce que, tu sais, honnêtement, probablement personne n'a probablement exigé ça. C'est venu d'une compagnie qui a voulu faire un move progressiste. Probablement que personne s'est plaint de M. Patate, là. Puis après ça, ils nous traitent de snowflake, puis ils disent que les woke veulent détruire la société, puis ça, c'est quelque chose que tu soulignes de quoi d'important. Tu soulignes de quoi d'important, c'est que souvent, ils vont dire, vous vous attaquez à des pécadilles, genre, vous attaquez, on voit le patriarcat dans tout, mais ils réagissent très fort à ces attaques-là, fait que ça doit représenter quelque chose. Finalement, peut-être que M. Patate, c'est important pour les hommes, là. Moi, je ne savais pas, là, mais peut-être quelque chose. Ben, moi, je peux me permettre là-dessus, moi, il y a quelque chose d'ironique, là. C'est que cette gang-là fait de la projection dans le tapis. C'est que c'est ça, les woke qui, ben, plus que Maïté disait plutôt aussi. Ah, les woke qui nous imposent aussi le narratif gagné, c'est du cave. Ben oui, je sais que c'est cave, mais c'est parce que là, ça fait 40 fois que t'en parles ce mois-ci, puis si on additionne tes chums, là, on est rendu à 4000 fois. Fait que, tu sais, je veux dire, tu prends une connerie, puis t'en parles tellement souvent que là, à un moment donné, tout le monde finit par penser qu'il y a une invasion de woke. Ah, moi, je regarde à côté de moi, là, je n'en connais pas tant que ça des woke. Pourtant, en théorie, je fais partie de la gang pas mal à gauche de la société. J'en ai peut-être une couple que je trouve qui charrie ici et là, mais je pense pas qu'il y a personne qui a écrit à M. Patate pour dire là, enlève-toi la bisoune en plastique. Tu sais, on s'entend là-dessus. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que ces chroniqueurs de Québécois-là, ils font beaucoup d'argent en écrivant des chroniques là-dessus pendant vous allez comme mettre des dans semaines et des marde. semaines. Je veux pas cibler. Je préfère qu'on parle du mouvement ou de l'ensemble de la société, mais il faut pas cibler. Mettez-moi pas dans la marde, là. Je veux pas qu'à chaque semaine, on parle des chroniqueurs de Québécois. J'assume mes paroles. OK, mais parlons de justement... Je rebondis puis je vais sur un autre sujet par rapport à est-ce que c'est exagéré, est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce que c'est un phénomène qui est pour de vrai présent ou bien c'est un phénomène médiatique qui est justement exagéré. La censure, l'autocensure dans les universités, il y a eu un texte en début de semaine dans la presse, il y a eu un texte sur le clientélisme à l'Université McGill. Un étudiant ou une étudiante, je ne me souviens plus, qui se serait plaint d'un passage dans un livre. Elle a reçu les excuses du professeur, mais elle a décidé d'abandonner le cours. L'université s'est excusée, puis elle a eu droit quand même... Elle a passé le cours sans avoir suivi le cours. Je ne sais pas si c'est un truc administratif qui a comme échoué, mais du moins, le climat de ce qu'on entend dans les médias présentement, c'est que les étudiants ou des étudiants, une partie des étudiants emmèneraient très large dans les universités, ce qui rendrait le climat toxique pour les autres étudiants puis pour les professeurs. Ça, c'est la thèse qui est la plus largement répandue. Moi, je ne suis pas allé assez longtemps à l'université pour le savoir. Je peux pas dire ça. Mais... vous réagissez comment par rapport à ça? Puis j'ai l'impression qu'à chaque semaine, ça va revenir. Je vais en parler à chaque semaine. On s'en sortira pas de ça. Mais il y a peut-être quelque chose. Avant de vous laisser rebondir, je veux juste dire, moi, j'ai lu quelques livres là-dessus. OK? Mais j'en ai lu qui étaient très partisans, que j'ai pas très appréciés, là, qui sont comme les gens sont trop fragiles, sont woke, là, ça va trop loin la gauche. J'en ai vu d'autres qui parlait de l'univers académique puis que j'ai trouvé très inspirant comme livre, qui se questionnait à savoir cette espèce de concept de safe space-là sur est-ce qu'il n'y a pas
un risque? Est-ce qu'on n'est pas rendu trop sensible? Puis il soulevait des questions intéressantes, je trouvais, là-dessus. Fait que moi, j'essaie de me dire, ça se peut-tu que ça se peut-tu que dans les universités, il y ait du monde qui chiale beaucoup trop, puis qu'il y ait aussi d'autres problèmes dans l'université, c'est-à-dire des professeurs ou du racisme ou du sexisme, tu sais, que tout ça existe en même temps, tu sais. J'ai dit beaucoup de choses, hein, c'est pas clair. Veux-tu y aller? Ben, Ben, Maïté, parce que je sais que tu as eu une je expérience universitaire, ouais. Ouais, ben, tu sais, puis je pense que ça. Ben, tu sais, il y a des mouvements à l'intérieur des universités comme il y en a toujours eu, là. C'est supposé être un carrefour de débat, un carrefour de savoir, mais puis un carrefour d'idéologie aussi. Mais, tu sais, moi, personnellement, j'ai arrêté d'aller à l'université. Puis, tu sais, moi, j'étais à l'UQAM, là. Puis, j'ai arrêté d'aller à l'université parce qu'il y avait des gens qui étaient qui était en lien avec l'extrême droite, qui s'en cachait pas, puis qui prenaient, qui passaient vraiment beaucoup de leur temps à m'harceler en ligne, à parler de moi sur des podcasts. Puis je savais que ces personnes-là, je les ai vues à l'université, je savais que ces personnes-là fréquentaient les mêmes buildings que moi. Puis ça en est venu à ces gens-là ont fait des graffitis de mes amis dans le temps. Dans Hochelaga, ces personnes-là se présentaient à nos événements juste pour comme nous intimider. Moi, je m'excuse, là, mais genre, je me présente pas au lancement de livre à Mathieu Bock-Côté pour essayer de l'intimider, là, par ma simple présence, là. Tu sais, puis j'ai arrêté d'aller à l'université parce que je me sentais pas en sécurité. Puis, tu sais, à un moment donné, puis moi, j'en avais parlé au doyen à l'époque qui était Hugo Cyr, tu sais, qui a dit, ben, tu sais, il faudrait, tu sais, ben, là, il faut faire de quoi, tu sais, on peut pas, tu peux pas lâcher l'école à cause de ça. Puis, tu sais, puis à un moment donné, t'es juste à un point où ça te tente plus, tu sais, ça te tente pas de rentrer dans des patentes administratives, puis de, tu sais, je veux dire, je vivais quand même beaucoup de choses, là, à la maison à cette époque-là, là, donc c'est pas l'énergie d'essayer de me battre contre ces personnes-là dans mon université. Ça faisait comme pas de sens. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça arrive aussi. C'est quelque chose qui arrive de l'insécurité ou des gens de gauche qui peuvent se sentir censurés aussi par la droite ou l'extrême droite. Puis j'ai l'impression que ce débat-là ou ce combat-là a été monopolisé encore une fois par un camp qui l'instrumentalise beaucoup. Et donc, en réaction, l'autre camp minimise ou veut comme. C'est comme si la droite ou les gens un peu plus conservateurs se sont accaparés ce thème-là. Fait que les gens plus à gauche font comme OK, ben ça n'existe pas, il n'y a pas de problème à l'université. Tu fais comme. Il y en a peut-être de tous les bords. Puis, tu sais, puis moi, je veux dire, je mesure 5 pieds 3, là, je suis tout petite, là. Puis, tu sais, je suis une femme. Puis, tu sais, puis quand c'est une gang de gars, d'hommes, dans la trentaine, vingtaine, mais aussi trentaine, puis peut-être quarantaine aussi, tu sais, qui commencent à t'harceler sur les réseaux sociaux, à dire des affaires qui sont épouvantables. Tu sais, je veux dire, je me sens pas en sécurité, là. Tu sais, je veux dire, dans mon intégrité physique également. Mm-hmm. Hein. Fait que, tu sais, puis moi, tu sais, ayant vécu des mauvaises expériences aussi, tu sais, c'était juste trop, excusez le terme woke, là, mais triggering. C'était trop, c'était rendu trop à gérer, puis j'avais pas, tu sais, je veux dire, puis avec les soins en santé mentale de marde qu'on a en ce moment au public au Québec, c'était juste impossible pour moi d'avoir, tu sais, d'avoir une hygiène de vie qui me permettrait, tu sais, qui m'aurait permis de me sentir forte puis d'aller à mes cours quand même en croisant ces personnes-là à chaque jour. Tu sais. Fait que moi, personnellement, j'ai jamais vu dans mes cours, j'ai jamais vu du monde, ben oui, du monde lever de la main puis dire, ben moi, je suis pas d'accord avec ça, puis s'ensuit un débat dans la classe, mais comme c'est fait pour ça l'école, c'est fait pour ça l'université, puis j'ai jamais vu dans tout mon parcours au post-secondaire, autant au cégep, autant que, hey, puis moi, j'étais dans l'assaut de mon cégep là, pendant 3 ans là. Puis, tu sais, des débats sur la hausse des frais de scolarité, du monde qui s'envoie chier. Il y en a eu, là. Mais tu sais, après, on s'harcèle pas, puis on sort de l'Assemblée générale, puis c'est terminé. T'sais. Mais, puis tu sais, puis ça, je veux dire, c'est des débats qui sont passionnels aussi.
Puis c'est ça un établissement scolaire. Puis mais ça peut être amélioré pareil. Là, tu parles, il y a l'aspect oui, sécurité exactement. physique. Puis, l'intégrité physique, pour moi, ça, il n'y a pas de. non, mais là, ce qu'on clair, voyait dans les reportages. Ce qu'on voyait dans les reportages de la presse, il y en a un qui est sorti, pas celui d'Isabelle Haché, mais après, une fille qui disait je présentais un exposé oral, puis il y avait 2 filles qui se sont à regarder, puis qui ont ri parce que j'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient perdu leur job à cause de Wet'suwet'en, les barricades que les Autochtones ont fait avant le COVID, l'an passé. Puis, tu sais, je veux dire, OK, là, on parle-tu de censure? Là, on parle de juste de savoir-vivre. Mettons, quelqu'un parle d'un exposé, t'es pas obligé de faire comme à ton ami, tu sais, à côté. Ça, c'est juste un... Je pense que c'est un problème de savoir-vivre. Mais là, de parler de censure, là, par exemple, là, c'est tiré par les cheveux, là, je trouve. Puis toi, Frédéric, tu sais, qui a fréquenté l'université un peu plus longtemps, c'est quoi ta vision de ça? Ben, moi, j'enseigne à l'Université de Montréal, à la fac, depuis 2003, donc presque 20 ans. J'ai fait McGill un peu aussi, qui est un peu différent, là, mais essentiellement, ça se ressemble. Euh, Moi, c'est drôle, hein? J'ai jamais entendu parler de. Moi, j'ai jamais eu de problème dans mon cours. Jamais. J'en ai donné beaucoup, là. J'en donne plusieurs dans une année. Euh, Parce que moi, je leur dis très clairement, si on n'est pas capable ici de discuter des sujets tabous, ben, on sera jamais capable de le faire nulle part ailleurs. L'université, c'est le dernier rempart, à mon avis, contre l'espèce de censure intellectuelle, contre une certaine forme de terrorisme intellectuel d'un côté comme de l'autre. Et ça, j'ai toujours mis ça clair, mais j'ai même pas eu besoin, à vrai dire, de le faire, parce que ça se fait naturellement. Et là, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé, et là, ce débat-là, je vais essayer d'être bref, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de nuances à apporter, puis je pense que tu les as bien soulevées, Louis, puis ce que Maïté disait, elle a raison aussi. Mais il y a plusieurs nuances, puis dans le débat, tu t'auras peut-être marqué si tu lis mes trucs, moi, j'en ai presque pas parlé encore, parce que justement, il y a trop de clivage, c'est trop manichéen. Tu sais, l'affaire à l'Université d'Ottawa, moi, il y a une chose, cette fille-là, là, cette prof-là, elle s'est fait botter le cul dans la stratosphère et la direction a même refusé son droit de l'entendre. Hey, je veux dire, c'est pas drôle, là. Tu sais, Jacques Frémont, t'es président de la Commission des droits de la personne, là, qui refuse un principe de base, là, ou d'altérant partem, c'est-à-dire entendre les deux parties. Je veux dire, c'est pas je mets une pause ici, juste pour dire, peu importe notre opinion du N-word, de son utilisation ou non, là, il y a une étudiante qui a publié sur Twitter les coordonnées de la professeure pour la doxer. Puis pour moi, peu importe, le gauche-droite, l'université devrait faire « Toi, t'es dehors de l'université. Tu ne viens plus à notre université. » C'est clair. Et puis moi, tu vois, à la suite de cette affaire-là, j'ai dit à mes étudiants, parce qu'il y en a plusieurs qui m'interpellaient pour que j'intervienne dans le débat de leur base, c'est-à-dire contre... J'ai là, premièrement, moi, j'appartiens à personne. On va commencer avec ça. Puis deuxièmement, si vous essayez de m'annuler, là, manquez pas votre coup. Parce qu'elle a fermé sa gueule, mais moi, je ne la fermerai pas, ma gueule. S'il y a quelqu'un qui m'envoie sur Twitter et qui met mes coordonnées, là, vous allez voir comment ça s'appelle une cour supérieure. Puis, le S il est minuscule, le C il est majuscule. Parce que je vais vous payer la raide de votre vie. Parce que là, il y a quand même des limites à planter le monde pour des niaiseries. Et donc, on ne l'entend pas. Maintenant, là, ce qui est délicat, puis moi, je pense que les gens mélangent tout. Vraiment, je pense que c'est ça le gros problème essentiellement. À titre perso, j'essaie de combattre le racisme. J'ai mangé des claques à la gueule, Maïté est au courant. Ça fait 10 ans que je suis dans ce débat-là. C'est pas le fun. Ben, toi aussi, Louté, Maïté, fois 1000. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut nous accuser d'être complaisant envers le racisme. Là où ça devient compliqué, c'est que moi, je comprends très bien qu'il y a des personnes de la communauté noire qui se sentent offusquées par l'utilisation de ce terme-là. Prenons-le précisément. Je comprends ça. Je pense que ça a fait évoluer la société québécoise en quelques mois, ce débat-là. On n'utilise plus le mot. Même dit de façon, parfois on le faisait de manière un peu nonchalante, pas pour blesser une seconde, mais on le faisait quand même. Et là, on le fait plus. Bon, tant mieux pour ça. D'un point de vue académique, par contre, et c'est là que ça devient compliqué. Laissons tomber le mot en haine, puis prenons un autre exemple. La loi sur les Indiens. Je l'enseigne, moi, cette loi-là, ça fait, je sais plus, 10-12 ans. La loi sur les Indiens, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Johnny McDonald et compagnie. C'est une loi raciste, c'est dégueulasse. Moi, quand je l'enseigne, j'essaie d'expliquer en quoi elle est raciste, elle est dégueulasse, elle est colonialiste, elle est à la source d'un paquet de problèmes.
Cette loi-là existe encore au moment où on se parle, en 2021. C'est pas de ma faute. Moi, j'aimerais mieux qu'elle soit pas là. Puis je me promène encore avec une pièce d'identité qui dit Indien dessus. Voilà. Non, moi, là, est-ce que je suis encore à l'aise d'enseigner cette loi-là, sachant qu'il peut y avoir un X à quelque part qui décide de me faire un show sur Twitter, puis moi, je me ramasse dans le même arbre que le lieutenant Duval? Je suis pas sûr. Donc, le point, c'est le suivant. Si on occulte un terme, est-ce que ça va mieux d'un point de vue sociétal? Moi, je pense pas. Quand on parle de liberté académique... D'abord, parce que pour pas nécessairement tomber dans le spécifique, même si ça pouvait m'intéresser, mais là, on va tomber trop dans le précis, je pense qu'on conclut... Tu sais, je vous écoute, puis au-delà du clivage gauche-droite, puis c'est ce qui rend justement ce débat-là très toxique puis très stérile, il y a des militants de tous bords, extrême droite ou extrême gauche, qui militent très, très fort. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut mettre nos limites sur certaines affaires. Mais on n'est pas prêt à dire que c'est eux qui possèdent le monopole. C'est pas, mettons, l'extrême gauche qui possède le monopole des problèmes à l'université. Dans le sens qu'il y en a, les militants de tout acabit, des fois, vont très loin. Puis je pense que 2-3 recteurs ou 2-3 administrateurs qui mettent le pied à terre pourraient régler ça assez facilement. Là. Moi, c'est ça que je regarde. Là. Après ça, il reste des débats de société. Moi, je les comprends des fois, ces gens-là. Tu sais, je donnais l'exemple, en fait, tu sais, quelqu'un qui est très sensible à l'université par rapport soit à un terme qu'on dit, ou bien un passage dans un livre, ou des propos, ou bien un thème qui est étudié à l'université. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tant ce symbole-là qui le gosse, j'ai l'impression, que toute l'histoire après, puis tout son bagage à lui, puis à cette personne-là, qui arrive avec une écœurantite d'une accumulation de tout ça. Mais est-ce que c'est le bon moyen de faire valoir ces points-là que de juste... Tu sais, le transgenre, c'est pas encore tant mainstream au Québec. Là, on n'est pas tant là-dedans encore, mais ça va nous venir bientôt. Là. La personne qui décide d'intimider une professeure en disant toujours à chaque fois qu'elle dit homme-femme, on dit pas ça, ça pourrit le climat de la classe quand même. Là, même si ça peut être valide de débattre de ce terme-là, à un moment donné, je veux dire, ça marche pas si tu as 200 étudiants et tu en as un qui troll dans la classe. Là. Puis aujourd'hui, je parlais avec des enseignants de l'UQAC, puis on discutait de comment on sécurise une classe pour les étudiants autochtones. Puis je suis comme, créer une communauté à l'intérieur de ta salle de classe, puis check-in avec tes étudiants, puis comme avoir des conversations, je pense que ça peut aider à éviter des situations comme ça où des personnes se sentent où des personnes ne se sentent pas écoutées, se sentent attaquées, se sentent blessées. Puis c'est important. Puis je veux dire, il y a plein de façons de le faire, je pense, dans une salle de classe. Mais c'est des choses à reconsidérer aussi. Bon, OK. C'est intéressant, mais on pourrait en parler. Ça devrait être un podcast d'1h30 là-dessus. Il y a beaucoup de nuances à faire là-dessus, mais je conclue en disant comme il y a des problèmes, mais ils sont récupérés par des médias, puis maintenant, ça pourrit tout ça. Moi, c'est ça que je conclus. Pierre, OK. Est-ce que, ben là, Frédéric, est-ce que tu es fédéraliste? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est dit? Ou bien... C'est quoi? Est-ce que tu es fédéraliste? C'est quelqu'un qui t'a posé une question, de toute évidence? Non, c'est parce que je voulais parler de Pierre-Elliott Trudeau, puis je sais que comme constitutionnaliste, tu as écrit des textes, puis tu t'es intéressé à la Constitution, puis fait tu t'es pas positionné particulièrement souverainiste, j'ai l'impression, dans tes positions. Peut-être que tu n'es pas fédéraliste non plus, mais je voulais savoir... c'est la plus grande légende, je pense, de l'Université de Montréal. Est-ce que Bérard est fédéraliste ou il l'est pas? Ah ouais, OK! En fait, moi, c'est drôle, hein? Parce que depuis une dizaine d'années, 10-12 ans, depuis que le mouvement identitaire est né, là, l'identitaire qui court après des jobs qui n'existent pas, là, essentiellement, là, avant ça, cette question-là ne se posait pas. Mais quand tu es contre, par exemple, la Charte des valeurs, quand tu es contre la loi 21, quand tu es pour le fait qu'on devrait juste crisser patience aux musulmans, là, t'es un fédéraliste, multiculturaliste, pédosataniste, Illuminati, mangeur de cadavres, essentiellement. Woke. Ce que je dis, c'est que je ne sais pas trop où vous en allez avec vos skis, mais essentiellement, là,
dans votre Québec souverain, vous voulez faire quoi, au fait? C'est quoi l'idée derrière ça? Est-ce que vous voulez continuer à battre du musulman tranquille entre vous autres? Ou ça n'a pas vraiment rapport? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont souverainistes, affichés, crinqués, qui pensent exactement la même chose que moi sur le droit des minorités. Et là-dessus, pour moi, c'est pas négociable. Dans un Québec souverain, tu dois avoir une protection claire et nette pour les minorités. That's it. Comme c'est prévu un peu partout dans les instruments internationaux. Pour moi, c'est même pas une question. C'est ma position aussi. Mais t'as raison, oui. c'est ma position, puis on m'associe au fait, on pense que je suis pas souverainiste à cause de ça, mais moi j'arrête pas de dire à bien des gens, puis des conversations en privé, je vais voter oui au référendum s'il y a lieu, là, mais je vais pas militer avec toi si c'est ça tes valeurs tout le long, tu sais, parce que c'est pas avec... Mais, tu sais, l'équipe est à chier présentement, mais je vais voter oui. C'est pas pire à chier, ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, tu sais, en tant qu'Autochtone, on demande aux souverainistes, on est comme, OK, qu'est-ce qu'il y en est de l'autodétermination pour les Autochtones? Ouais. Vous êtes pour ça, l'autodétermination? Là, ils sont comme, yes! Puis là, tu leur dis, OK. Fait que ça veut dire que si les Autochtones ne veulent pas nécessairement aller avec le Québec, partition du territoire, il y aura. Là, ils sont comme, non, il n'y a pas de partition du territoire. Parce que, tu sais, guess what? Les ressources puis les barrages hydroélectriques sont sur notre territoire. Puis ils savent très bien. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est ça qui me fait rire. C'est à chaque fois que tu vas dire, OK, bon, si on n'est pas d'accord, tu sais, je veux dire, les cris, là, il y en a jusqu'en Colombie-Britannique. Le pays cri, c'est gros. Même les Inuits, je veux dire, Inuit, Nunat, ça va de l'Alaska jusqu'au Groenland. C'est immense. Puis ces frontières-là, qui sont un concept complètement colonial, est venu vraiment mettre, scinder nos nations, en fait. Puis, mais tu parles de ça à des souverainistes, mais ils veulent rien savoir. Ben, rien. Je vais essayer d'être bon joueur. C'est vraiment... Il y a une distance cognitive, mais c'est chiant. Dans le sens que c'est chiant pour un souverainiste. Je peux comprendre. De réussir à se séparer du Canada, mais de séparer le Québec en deux en perdant le Nord, c'est chiant. C'est pas... c'est l'autodétermination. Je veux dire, si tu es pour l'autodétermination de ta nation, mais pas de l'autre qui était là avant toi, c'est un peu bizarre. Je veux dire. Ben oui, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est le plus sévère. C'est un peu bizarre. Là-dessus, c'est vraiment intéressant ce qu'a dit Maïté, parce que, tu vois, moi, en 95, j'ai voté oui. C'est la première fois que je votais. J'avais 18 ans flush. Après ça, bon, les propos de Parizeau, j'étais ébranlé un petit peu. Et par la suite, je me suis intéressé à la question autochtone, notamment le droit à l'autodétermination. J'ai fait ma maîtrise sur le renvoi sur la sécession du Québec pour réaliser que le discours souverainiste, à ce moment-là, c'était de la bullshit. Désolé, là, mais c'est de la bullshit. Ça tenait pas la route ni en droit international, ni en droit interne. C'était du n'importe quoi. Par exemple, on disait, non, la question de l'indépendance du Québec, là, c'est pas une question de droit, c'est une question de démocratie. Ben, trouve-moi une démocratie dans le monde qui est pas basée sur un état de droit, tu le trouveras pas. Puis là, il rajoutait, c'est pas une question de droit, c'est une question de démocratie parce qu'on a le droit à l'autodétermination des peuples. Ben, donc, c'est une question de droit. Ah oui, mais là, bref, en d'autres termes, puis là, je te parle pas juste de Joe Labine, là, je te parle de ténors du parti qui mélangeait, mais une chose et son contraire. Et donc, ça fait en sorte, moi, que j'ai pris du recul par rapport à ce mouvement-là. Et il est arrivé le truc identitaire. Moi, je m'identifie pas à ça présentement. Est-ce que je pourrais revoter oui un jour? Oui, ça c'est clair. Mais c'est fascinant. Il doit être nombreux. Moi, je me dis... De ma génération, de mes amis autour de moi, ils sont très nombreux à dire, quand on se parle entre nous, on voterait oui, mais on trouve juste que la façon dont la souveraineté est présentée dans les médias en ce moment, c'est pas notre combat. Ça parle pas d'environnement, ça parle pas d'économie, puis je conçois parce que ça soulève pas les passions. Fait que la seule passion qui semble possible de mousser pour la souveraineté, c'est la peur de disparaître comme peuple puis d'être envahi. C'est un peu ça qu'on voit. C'est un peu dommageable. Mais je voulais vous demander votre réaction à cette nouvelle qui est quand même une grosse nouvelle à mes yeux cette semaine, celle de Pierre Elliott Trudeau qui aurait demandé à Paul Desmarais de nuire à l'économie et à d'autres personnes de nuire à l'économie du Québec en 1976 pour nuire au PQ. Encore là, je souligne, évidemment, la nouvelle a été instrumentalisée et récupérée rapidement par des gens qui en ont fait beaucoup de pages dans un même journal. Mais au-delà de la récupération, c'est quand même... C'est quelque chose, là.
je veux dire, l'idée du... Je suis pas je suis pas un partisan de Trudeau, là, mais je le savais pas à quel point, ou du moins, je le connaissais pas tant que ça, mais jusqu'au boutisme qu'il était prêt à aller, ce monsieur-là était narcissique, machiavélique. Je sais pas à quel point c'était une bonne personne, mais c'est fucked up là, comme nouvelle. On dirait que vous êtes comme... Moi, ça me dérange pas, mais je laisse la parole à Maïté. Ben, est-ce que je suis étonnée? Non. Pas vraiment. Mais c'est ça. Ouais. Ben c'est ça aussi. Ben t'expliques bien une partie de la nouvelle, puis pourquoi il y a bien des gens qui ont pas... Il y a bien des gens qui ont juste fait comme... Hein? Tu sais, pas big deal dans le sens qu'on... c'est pas surprenant. In other news, water is wet. Là, ouais. Moi, c'est ce que je me dis. Là, c'est comme... Tout le monde, il y a du monde qui ont comme ça à soulever des passions, mais moi, j'étais comme... Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est surpris? Non. Non, mais... Est-ce que je peux nuancer tout ça? Oui, vas-y. Oui. Vas-y, mon souverainiste soft. Oui, je suis très, très soft. Je suis un bleu poudre. En droit, là, cette nouvelle-là, c'est pas une nouvelle. C'est de la merde. C'est ça que c'est. Ça s'appelle du oui-dire. Ouais. Il y a un ambassadeur qui dit que Trudeau lui aurait dit, qui aurait dit à Desmarais de... Bon, en fait... Et là, il n'y en a aucun des trois qui est encore en vie. Bon. L'autre affaire. Moi, de ce que je comprends des souverainistes, c'est que les Desmarais n'ont jamais rien créé au Québec, sauf de la valeur boursière. Ce qui n'est pas nécessairement faux, là. Tu t'enlèves la presse. Fait que là, il a déménagé quel emploi, là? Puis là, il y en a qui se sont mis à regarder ça cette semaine, notamment le CP et tout. Puis la preuve, c'est qu'il n'y a pas eu d'emplois qui ont été déplacés, en tout cas pas de manière considérable, et il n'y a pas de relation cause à effet qui peut être démontrée. Non? Ça, c'est l'autre affaire. Maintenant, est-ce que parce que peut-être que c'est vrai quand même, ça se peut ça, auquel cas, moi aussi, ça me choque, parce que je me dis, ben voyons, à la limite, ça se fait pas. Mais disons qu'on prend ça dans une perspective plus large. Et là, je me fais l'avocat du diable juste pour le fun, là. Tu sais, Washington, là, c'est assez certain que l'indépendance du Québec, là, pas plus qu'il faut. Alors là, il demande à Trudeau, par la voix de son ambassadeur, qu'est-ce que tu entends faire pour bloquer ce projet-là? Là, si tout ce que Trudeau a réussi à dire, ben j'ai parlé à un de mes chums dans un cocktail, il est bien influent, vous le connaissez pas parce que pour vous autres, c'est un ticoun, mais là, il va déplacer des jobs en Ontario, il va faire passer... S'il a dit ça, puis peut-être que c'est vrai, je dis que c'est pas... Il a dû vous dire qu'il est vrai aussi, est-ce que c'est si étonnant que ça qu'un chef de gouvernement ou un chef d'État qui est à la tête d'un pays qui est quand même considérable là, d'un point de vue démographique, ainsi de suite, puissance internationale, veuille résister à une forme d'indépendance de séparatisme, dépendamment comme vous appelez ça, d'une de ces factions. Tu sais, vous regardez ce qu'a fait l'Espagne là, avec la Catalogne, là, on a vraiment l'air d'une gang de ticounes avec cette nouvelle-là. Là. Ah oui, mais là, il a dit qu'il allait parler à son ami là, pour envoyer des jobs à Ottawa. Là. Vraiment, là, la Catalogne, c'est que vous votez oui à 85%, go avez yourself. Okay? Ça on s'entend que si Justin Trudeau n'était pas au pouvoir, on ne parlerait même pas de cette nouvelle-là. Parce qu'elle est intéressante elle est récupérée pour nuire au fils, probablement. Parce qu'effectivement, sinon, c'est un entrefilet. Là. Hey, Trudeau, le trou de cul, était trou de cul. C'est parce que l'affaire, tu sais, Blanquet demande à Justin de s'excuser. Hey, tu commençais à s'excuser pour ce que nos parents ont fait ou pas fait, là. C'est parce que ça finirait pas, là. Je veux dire, il était même pas. Il y avait 6 mois, là. Mais tu vois, ça, là, puis on a toute cette réaction-là, puis la presse a eu cette réaction-là aujourd'hui, puis c'est ça qui est chiant dans notre société, je trouve, là. C'est que parce que. Puis ça va être le thème du podcast aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui exagèrent quand il y a une nouvelle. On se sent comme obligé de tempérer parce qu'on veut pas embarquer dans leur exagération. Puis tu sais, c'est plate parce qu'on devrait juste tout le monde s'entendre pour dire que Pierre-Éliott Trudeau, c'est un fucking pervers narcissique weird. Tu sais, dans le sens, ça devrait juste être ça, pas utiliser plus que ça, sinon que dire ce gars-là était fucked up, là, tu sais. Mais à cause de l'exagération d'un camp, l'autre camp se trouve obligé de comme tempérer. Puis là, je vous avais lu dans la presse aujourd'hui, là, parce que forcément, le Journal de Montréal s'en est servi pour attaquer la presse. Fait que la presse, c'est comme braqué puis se met sur la défensive en disant à mi-mot, genre... puis je les comprends de faire ça. Mais ils sont comme... Ouais, c'était pas cool, mais il l'a pas fait, là. Tu fais comme... c'est lourd.
Notre climat est lourd. Ça me fâche. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Parlons de plus léger. Hey, je me sens Denis Lévesque. Ouais, hein? Me suis emporté. C'est un camp contrôlé. Ouais. Benoît Charette, nommé ministre de la lutte contre le racisme. Ça va être léger pour vrai? Non, c'était une joke quand j'ai dit que ça allait être léger. C'est pas léger. Première réaction quand vous avez entendu ça? Moi, je pense que, tu sais, je veux dire, nous, souvent, tu sais, mettons, à Ottawa, il y a bien du monde qui disent « Ah, mettons, aux affaires autochtones, il faudrait mettre un autochtone. » Mais, tu sais, notre perspective là-dessus, c'est que c'est pas à nous autres de régler des problèmes que vous avez créés, tu sais, dans le fond. Puis surtout qu'on écrit des, tu sais, je veux dire, ça fait combien d'années que Ottawa se soit avec nous autres, ils sont comme bon, ben, qu'est-ce que vous avez de besoin là? Puis tu sais, je pense qu'ils savent là. C'est qu'ils font juste pas. Fait que tu sais, c'est pas à nous autres, tu sais, c'est pas à nous les Autochtones d'aller se faire chier, je pense, aux affaires autochtones. Bref, ça c'est une chose. Moi, ce qui m'a gossé dans cette nouvelle-là, c'est que je pense que Charette a dit ma conjointe, il a-tu dit que sa conjointe était noire et que ses enfants étaient noirs et qu'ils ont vécu du racisme? Oui, ben je sais pas si c'est lui qui a dit ça. Non, mais je sais pas si c'est lui qui a dit ça ou c'est le message. Ouais, le go. Ben, OK, c'est ça. Ça, c'est bizarre en tabarnak. Non. Je m'excuse, mais tu sais, comme... Non. Mais je veux dire, moi, mettons, je m'imagine dans ma tête, là, ma mère, tu sais, dire... Hey, moi, je suis je suis la personne pour ça parce que j'ai eu des enfants autochtones dans mon ventre puis parce que je sais que mes enfants ont vécu du racisme. Imagine. Non, mais je comprends la réaction. En quoi? Non, mais je comprends la réaction. Sauf que j'essaie d'être bon joueur, là. Il y a quand même une proximité parce qu'il a raconté comment ses enfants au primaire, au secondaire avaient été victimes d'exclusion et tout. T'sais, il y a quand même une proximité plus grande que certaines personnes qui n'ont jamais connu ça de leur vie, là. OK, mais qui n'a jamais été témoin de racisme là, Mathieu moins une fois dans sa vie? Là? François Legault. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, Je à un moment comprends. donné, faut pas, faut pas exagérer, puis comme, tu sais, moi, nous les enfants d'origine mixte, là, on est souvent mis dans des situations comme ça où les gens sont comme moi je connais le racisme parce que j'existe, par ma simple existence, là, il y a quelqu'un qui comprend le racisme. Puis c'est comme tellement, tu sais, je me sens tellement mal pour ces enfants-là parce que ils n'ont pas eu leur mot à dire là-dessus. Puis tu sais, ils voient ça à TV, ça doit tellement être malaisant. Puis comme, pour vrai, là, aux enfants du ministre Charette, amour à vous. Je vous ai dans mon cœur, je pense à vous vraiment beaucoup. Parce que c'est vraiment de la merde quand on est exclu de ces conversations-là, quand les gens se basent sur nous dans leur argumentaire. En tout cas. Frédéric. Moi, il y a plein d'affaires que je trouve drôles. Je savais que Maïté s'en allait. On ne s'est pas parlé avant, mais j'étais certain que c'est ça qui sortait. D'ailleurs, moi, je pose ma candidature comme prochain ministre des Affaires autochtones. Je suis le chum de Maïté, fait que ça devrait être mais le pire, c'est que quand ils ont dit, mais pourquoi c'est pas Guibault ou Lionel Carman, je veux dire, il me semble que ça serait cool, là, tu sais, je sais pas moi, un gars à condition féminine, je trouve ça weird, là. Le contexte pour dire, ils se sont demandé pourquoi c'est pas les ministres qui ont travaillé sur la commission sur le racisme qui sont nommés ministres. Ouais. Et là, la beauté de l'affaire, c'est que le gars, il dit, non, là, on a regardé, on y a pensé, mais là, ils sont bien trop occupés. Fait qu'on va vous envoyer Charette, il est juste à l'environnement. Lui, il est là contre le réchauffement climatique, on sait pas ce que ça veut dire. Oui, fait que c'est pas plus grave que ça. C'était pas dans notre programme, de toute façon, en 2018, le mot environnement. Fait qu'on va vous envoyer notre petite route, là, puis il va vous gérer ça, le racisme. Il connaît ça, lui. Il est déjà sorti avec une femme haïtienne. Hey, ça fait vraiment, là, en plus, il est allé dans le Chinatown, il a pas eu peur, puis il a mangé un shish taouk, puis il a pas haï ça, là. C'est vraiment, là, assez débile comme argument. Mais je pense que ça rejoint la population de dire ça. T'sais, oui, ça fait mon oncle un peu. C'est peut-être un peu vieux jeu, mais ça rejoint le monde, là, c'est sûr. Mais c'est ça le problème. L'électorat de la CAQ, c'est un peu le 4-5-0. J'ai rien contre le 4-5-0, mais bon, ça fait... Je suis 4-5-0. Pas loin de Montréal, là.
C'est pas la CAQ dans mon 4-5-0, mais... Mais sérieusement, c'est parce que Legault et sa gang en communication, ce sont des pros de chez pros. Mm-hmm. Louis, tu viens de le dire, je pense que tu as parfaitement raison, tu as mis le doigt dessus. Les gens s'identifient à ce discours-là. Ah, ben là, si sa conjointe ou son ex-conjointe, je ne sais plus trop, ah, ben là, il doit savoir de quoi il parle. Le problème, c'est que Charette, aujourd'hui même, vous avez peut-être vu ça, il a pris un article, une lettre ouverte d'une femme d'origine noire, d'une femme noire de la communauté, je ne sais pas laquelle, comme telle, qui dit « Ah, moi, je suis contre le racisme systémique. » Et là, Charette, son premier rénoncé public, c'est de dire bon « Hey, pas de bon sens. Ça m'a fait du bien. Ah, elle est contre le racisme systémique. » J'ai lu beaucoup de choses aujourd'hui, des mauvaises, des bonnes, mais celle-là, c'était la meilleure. Puis tu sais, le texte de la personne, elle y a droit. Cette personne-là que je connais pas non plus, elle a droit à sa lettre ouverte dans le Journal de Montréal. Son texte, sa position, il y a droit. Mais que lui, le récupère en disant « J'ai trouvé une noire qui trouve qu'il n'y a pas de racisme systémique. » Puis, je veux dire, il a le droit de le penser, mais c'est sa première déclaration comme ministre de la lutte contre le racisme. C'est de... Tu sais, il aurait pu continuer le message de la CAQ de juste dire « Je veux pas m'enfarger dans les mots, racisme systémique ou non. Moi, mon objectif, c'est de lutter, de faire des gestes concrets. » Tu sais, il aurait pu trouver cette bouillabaisse-là. Non! Il commence direct en disant « Ça existe pas. » Louis, ça fait 20 ans qu'il y a des études de gens spécialisés qui te disent que ça existe. La Commission des droits de la personne te le dit. Le Barreau du Québec te le dit. Tu as, en plus de ça, le chef du SPVM, qui est quand même pas, tu sais, c'est quand même pas à mélanger avec Nelson Mandela, là, la dernière fois que j'ai regardé, là. Lui, il dit, là, hey, dans mes troupes, on pratique le racisme systémique. Tu sais, il me semble qu'il doit être au courant. Ouais, mais moi, j'ai un peu abandonné l'idée de le faire avouer à la CAQ. Moi, ça me dérange plus qu'ils le disent pas, parce que je pense que... Attends, Maïté, juste pour dire, Legault, il savait qu'il allait trop perdre à le dire, mais moi, ça me dérangeait pas si la CAQ était prêt à mettre sur pied des mesures qui prennent en considération le concept, parce que c'est important à mes yeux, mais sans le dire. J'étais prêt à vivre ça dans le sens que le terme braque trop de gens maintenant. Mais là, lui, son premier move, c'est de dire le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Tabarnache! Mais ça braque des gens où? Ça braque des gens au Québec. Je veux dire, même Doug Ford là, a reconnu l'existence du racisme. Non, mais ça braque des gens. Ça braque des gens, Maïté. Oui, mais Louis, je comprends pas qu'il y ait des gens qui sont au courant de l'existence de la loi sur les Indiens, là. Une loi, donc, puis après, ils viennent nier le racisme systémique, disent « Ah, mais non, c'est de compétence fédérale, ça s'annule au Québec. » Mais je pense que non, il y a des gens qui la mettent en œuvre. On a déjà convenu que malheureusement, les Autochtones font jamais partie du discours. Je veux dire, pour de vrai, là, c'est niaiseux, là. Puis même mais ces gens-là vont jusqu'à nier que la loi sur les Indiens, étant donné que c'est de compétence fédérale, ça arrive pas au Québec. Ben non, mais il l'avoue, ça. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon l'a avoué. C'est juste que c'est le fédéral, c'est pas le provincial. Oui, non, je sais, mais on parle au Québec. Les francophones au Québec sont victimes de racisme systémique? Non, mais dissonance cognitive, ils en sont victimes, mais du fédéral. Décidez-vous, là, parce qu'on me dit que c'est un concept qui est né aux États-Unis qui devrait rester aux États-Unis. Non, mais là, c'est racisme institutionnel. Il y a une twist, c'est pas le même nom. OK, je veux dire, il y a du monde qui sont comme non, mais tu sais, puis je suis comme, mais oui, mais il y a la loi sur les Indiens, là, il y a des gens qui la mettent en œuvre ici au Québec, il y a des gens qui la représentent ici au Québec, puis quand on administre des soins de santé ou des services publics pour les Autochtones, les Allochtones vont se référer à cette loi-là. Je veux dire, mettons, pour les médicaments IHB, choses comme ça. Donc, on se réfère toujours à cette loi-là, pour administrer les services publics au Québec. Fait que de dire que ça l'arrête, mettons que ça l'arrête, genre à la frontière de l'Ontario, Québec, c'est cave. C'est cave. Fait non, mais c'est la bullshit qui est créée de A jusqu'à Z. De gens qui aiment mieux dire aux Québécois « T'es beau, t'es bon, t'es fin, mon Roger, inquiète-toi pas, t'as jamais rien à te reprocher. » Or, la question du racisme systémique, c'est pas de savoir si Roger... C'est pas ça. Est-ce que c'est possible que le système crée des biais inconscients? Bon, la réalité, c'est que toutes les études scientifiques, parce que la science sociale, ça reste une science, te démontrent que partout dans le monde, particulièrement en Occident, ça existe, ça. Bon.
Là, je comprends que le seul endroit en Occident où ça n'existerait pas, c'est au Québec. Mais je suis quand même content de vivre ici. Tu sais, je veux dire, j'aime pas ça, moi, vivre dans une société raciste. Je me dis, ici, moi, je suis là. Là, c'est cool. Les Arabes, les Noirs, les mythes, ils envoient leur CV. Ah ouais, autant d'entrevues que les Mais deux c'est autres. drôle, avez-vous lu le sauf texte de Makakoto la semaine dernière qui répondait à Boukhar Diouf? Je trouvais ça intéressant parce que dans son texte, il disait... alors, tu sais, il répondait c'est un texte poli, là, parce que Makakoto, il s'exprime poliment quand même. Là. C'est pas incendiaire, là, mis à part que lui, il trouve pas que c'est une bonne idée le racisme systémique. Là, mais il dit, si je comprends bien, Boukhar, le concept que la majorité serait injuste envers la minorité, il faudrait... Attends un peu. Non, mais attends un peu. Il dit, tu sais que, mettons, il faudrait donc conclure que ça se pourrait que du racisme systémique, il y en ait dans nos pays d'origine à nous. Puis je fais comme, ben oui. Ben oui, personne dit que c'est juste un truc de blanc. J'étais juste comme, il vient de le dire. Il vient de le dire. Ah oui? Alors le Québec serait pas la seule. Ben non, jamais qu'il dit. Tu sais, moi, quand Jean-François Lisée disait aux libéraux, ils veulent faire le procès des Québécois. Là, si tu te sens visé, là, c'est vraiment ton problème. C'est toi qui vis dans tes shorts. Hein. Moi, là, je ne suis jamais senti visé par ce problème-là. Jamais, jamais. Pas une sacrée miette. Pourquoi? Ben, parce que je pense pas faire partie du problème. Je suis désolé, je ne pense pas. Maïté, comment tu réagis quand... Puis là, je veux pas opposer les différentes minorités ou les marginalisés dans la société, mais on dirait que les Autochtones sont exclus de ce débat-là. Puis tu sais, je le sens, puis même moi-même, des fois, spontanément, quand je pense à la discrimination systémique, aux problèmes d'inclusion dans la société, j'ai l'image des musulmans, des Noirs, puis je pense pas aux Autochtones quand c'est pourtant l'exemple le plus flagrant. Est-ce que ça te fait réagir de sentir, puis peut-être je me trompe, là, mais que vous êtes un peu justement exclus comme si on disait « Ouais, mais ça, c'est un cas à part. C'est une autre affaire, ça. » Tu sais, quand cet été, il y a eu Joyce, les manifestations, non, mais les manifestations partout pour George Floyd puis Black ouais. Lives Matter. Il y a plein de gens qui étaient comme, ah, mais tu sais, les Autochtones, on les écoute jamais. Puis là, tu sais, mais tu sais, c'est comme, ce que ces personnes-là revendiquent, ça va me bénéficier moi aussi. Puis je pense pas, tu sais, je veux dire, puis il faut vraiment être amer pour être en crise parce qu'une minorité a plus de reach que toi dans un certain moment. Puis après, on en a eu, tu sais, je veux dire, il y a eu Joyce Echaquan qui s'est filmée sous une pluie d'insultes racistes mourir à l'hôpital. Puis ensuite, on a eu Raphaël André qui est mort dans une toilette chimique de froid, tu sais, il y a pas longtemps. L'itinérant. C'est ça, hein? Une personne en situation d'itinérance, oui. Ouais. Désolé. Tu sais, je veux dire, tu sais, ça me dérange, tu sais, je veux dire que je pense que chacun, tu sais, il y a des moments pour tout, puis je pense que c'est jamais une bonne idée de piggyback sur la mort de quelqu'un. Pour essayer d'exprimer ces mêmes choses. Puis, tu sais, puis moi, de mon expérience à moi, quand j'habitais à Montréal, puis on organisait des vigiles pour les femmes autochtones disparues ou assassinées, quand on organisait des levées de fonds, mettons pour le refuge de femmes autochtones ici à Montréal, les premiers à venir, c'était toujours des personnes de d'autres groupes marginalisés, les communautés noires, les communautés musulmanes. Donc, ils ont tout été, tu sais, je veux dire, puis moi-même, tu sais, je veux dire, en tant que chroniqueuse au métro, ça a toujours été ceux qui ont élevé ma voix. Fait que, tu sais, je me sens pas mise à part d'une certaine façon. Je me sens mise à part dans d'autres contextes, mais que ça n'a pas du tout rapport avec les autres minorités. Fait que, tu sais, je me dis que je trouve que c'est contre-productif là, de spit one against each other. Puis je pense que c'est ce que le colonialisme veut faire aussi, tu sais, pit marginalized people against each other pendant que les autres ils font leur affaire. Tu sais. Puis c'est pas un zéro-sum game, comme on dit en anglais. T'sais, c'est pas si quelqu'un gagne quelque chose, toi tu le perds nécessairement. Ça va builder quelque chose. Puis c'est plate que la société, je le sens que... je lisais un texte sur comment l'esprit conservateur souvent a tendance... Les conservateurs
ceux qui ont un cerveau un peu plus conservateur ont tendance à voir la vie comme ça. Un jeu de somme nulle. Un jeu de somme nulle, ça veut dire que si quelqu'un gagne quelque chose, forcément, ça veut dire que moi, je perds de quoi. Puis c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'accorder aux autres ou ils ne peuvent pas voir que ça élève toute la société si on diminue les discriminations puis les inéquités, c'est que tout le monde en bénéficie. Mais croyez-vous que ça se peut que tout... Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que Claude Legault aime... Moi, je pense que Claude Legault, c'est un bon monsieur, de son époque peut-être, mais qui aime profondément le Québec et les Québécois, puis que je pense pour de vrai qu'il voudrait mettre fin au racisme. Tu sais, il a peut-être pas la même notion que nous, mais je pense pas que c'est un parti profondément méchant. Tu sais, c'est pas un monsieur méchant. Tu sais. Fait est-ce que vous pensez qu'il y a un pas dans la bonne direction en créant un ministère de la lutte contre le racisme, même si on n'avoue pas ou on veut pas parler de racisme systémique? Est-ce que ça peut donner des bonnes choses pareilles? Veux-tu y aller? Tu veux que j'y aille? Vas-y. C'est-à-dire, il y a un beau lapsus, tu as parlé de Claude Legault. C'est vrai? Mais je pense pas. Non, mais je pense que Claude Legault aime le Québec. mais ça tout fonctionné quand même, là, ça ne change rien, mais je voulais juste m'assurer avant de répondre à ta question qu'on parle bien du même Legault. Ouais. Mais moi, tu vois, je suis d'accord avec toi aussi. Moi, je pense que Legault, c'est un bon gars, mais c'est un gars qui n'a jamais été très en contact avec une certaine réalité, c'est-à-dire des communautés minoritaires, quelles qu'elles soient. Tu sais, je veux pas tomber dans la catégorisation puis dans le pattern, je vais quand même le faire un peu. C'est le classique du gars qui va, tu sais, la société québécoise, blanche, francophone, catho, qui va étudier au HEC, fait son MBA, Air Transat, franco. Bon, bref. Puis, moi, je le connais pas personnellement, mais je connais plusieurs personnes, des amis qui travaillent même pour lui. C'est un bon gars. Ça fait aucun doute. Mais sa gang de communication, disons-le franchement, ont décidé la chose suivante, c'est qu'on va têter un média en particulier, mais ça en est même plus subtil. Et Legault achète ça. Bah, ça n'existe pas, le racisme systémique. De toute façon, moi, c'est des actions que je veux. Là, le reste, des mots. Puis là-dessus, il n'y a pas tort à 1 million de 1000%. Je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Louis, en disant, moi, qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est une chose, mais s'il est capable d'agir rendu là, au final, si on arrive à la même conclusion, je me fous un peu du chemin. Le problème, c'est que c'est difficile d'arriver avec des solutions, à mon sens, qui sont porteuses si tu refuses le bon diagnostic. Mais ça, Legault s'achale pas trop avec ça. Maintenant, est-ce que Charette est la bonne personne? Franchement, je ne sais pas, j'en doute. Et il y a cette espèce de... Puis je reviens avec ça, puis j'arrête après, je passe la parole à Maïté, qui est beaucoup plus pertinente que moi pour parler de ça, mais il y a un blocage ici. Puis le blocage est le suivant, c'est que un certain média a décidé que si on admettait qu'il y avait du racisme systémique au Québec, c'était comme si on se tapait sa tête à coups de marteau, puis on décidait, on déterminait, on jugeait que les Québécois étaient des racistes. Mais il n'y a jamais personne qui a dit ça. Les Québécois ne sont pas racistes. C'est pas ça le concept de racisme systémique. J'ai réécouté une capsule que j'avais faite il y a 4 ans à Tout.tv sur le racisme systémique. C'est à l'époque où le Parti libéral du Québec voulait faire une commission. Puis là, c'est il y a 4 ans que je l'ai faite. Fait que là, j'étais Est-ce que Jean-François Lisée a essayé de te canceller comme les capsules à briser le code que j'ai faites? Non. Qui ont passé à Télé-Québec? Ouais, ils n'ont pas essayé de te canceller, toi? OK, bon. Malheureusement, ça n'a pas été assez écouté, mes affaires. Mais non, mais par contre, non, mais oui, ça a été écouté. La capsule a été bonne, mais j'essayais de voir, j'étais-tu culpabilisant? J'étais-tu en train. J'essaie de voir c'est quoi le ton que j'avais dans la capsule. J'ai-tu des remords à avoir? Parce qu'on n'arrête tellement pas d'entendre que le concept de racisme systémique, c'est d'accuser les Québécois d'être racistes, c'est de se culpabiliser, c'est de se fouetter dans le dos. Fait que je suis allé la réécouter, puis j'étais fasciné comment, il y a 4 ans, mon discours était clair, ce n'est pas dire que les Québécois sont racistes. Puis je le disais dans la capsule, on est très certainement parmi les peuples les plus accueillants au monde. Je disais, on est une place, on se démarque pas par rapport à la xénophobie. Quand on regarde les sondages, on est un bel endroit où vivre, très accueillant. C'est pas ça, le racisme systémique. Et pourtant, c'est tout le temps détourné par des gens pour dire qu'on est en train d'en vouloir aux Blancs, d'en vouloir aux Québécois. C'est frustrant parce que chez les gens qui ne comprennent pas nécessairement le phénomène ou qui ont des peurs, des fois légitimes, c'est un peu peur à les changements démographiques et tout, c'est facile de leur faire peur. En fait, là, les identitaires jouent le même jeu que les fédéralistes jouaient avec le référendum en faisant peur aux gens.
Il joue sur une petite peur qu'il peut avoir, tu sais. Puis c'est frustrant quand tu fais comme tabarnache. C'est pas ça. Hein, Maïté, penses-tu que les Québécois sont racistes? Non. Non, mais tu sais, puis dans une des capsules que je parlais de briser le code, Ouais. tu sais, on parle de ça, Rappelle-nous les biais. l'histoire. Rappelle-nous un peu le contexte. Bon, en fait, on a fait il y avait un documentaire qui a passé à la télévision, donc briser le code sur le code switching, là. Puis, on a fait un volet web qui a accompagné ce documentaire-là. Puis, moi, j'y anime des capsules avec d'autres personnes. Puis, j'en ai fait une sur les biais inconscients. Donc, tu sais, puis ça, on le dit dans la capsule. Tu sais, je pars l'intro avec ça. Tu as des biais inconscients, j'en ai. On a tous des biais inconscients qui influencent notre jugement, sans en être conscient. Mais il y en a une sur le racisme systémique. Donc, Jean-François Lisée est allé mettre des mois, même une année après sa sortie, est allé mettre ça sur Twitter, a tagué Simon Jolin Barrette, a tagué François Legault, a tagué la CAQ, tagué tout le monde. Est allé puis en plus, c'est comme sur son screenshot, c'est ma face. Fait que là, tout le monde sont comme, ben oui, la woke, qui galasse, tu sais. Fait que là, déjà, ça partait bien. Ça partait bien. Il a choisi ma face pour le screenshot. Puis, fait que là, il a dit, ça n'a pas de bon sens que ce soit qu'une télévision d'État, en parlant de Télé-Québec, là, qu'une télévision d'État fasse la promotion du concept de racisme systémique. Puis là, ça a levé. Là, puis là, il y a comme. Donc, on était dans l'idéologie. Selon lui, on n'était pas. Vu que c'est pas un concept qui pour eux, est démontré scientifiquement, on est dans la propagande. C'est un peu ça. Pourtant, c'est tellement un concept qui est documenté. Moi, c'est ce qui me fait rire. Là. En tout cas. Puis, donc, la CAQ a réagi, était comme parce que en fait, ça a été mis sous l'onglet sur le site de contenu pédagogique, c'est ça, hein? C'est ça, parce qu'il y a beaucoup, parce que Télé-Québec se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens, de professeurs, d'enseignants qui montrent ça à leurs élèves parce que, justement, ils trouvent que c'est des capsules qui sont courtes, qui sont efficaces, qui les présentent dans leur salle de cours. Ils ont le droit. Ça ne fait pas partie d'un curriculum nulle part. Mais là, Jean-François Lisée disait ça n'a pas de bon sens qu'on enseigne ça à l'école, que c'est dans le curriculum, blablabla. Puis là, tu sais, moi, j'avais poliment répondu à Jean-François Lisée que n'importe qui pouvait pitcher un concept à Télé-Québec. Donc, si lui voulait pitcher un concept qui démontait le racisme systémique, il était bienvenu de le faire dans le lien que je lui ai envoyé. Puis il me dit, donc, si quelqu'un pitch un concept à Télé-Québec disant que la Terre est plate, est-ce qu'ils vont le financer aussi? Tu sais, comme des trucs... Tu sais, vraiment, le débat était stérile dès le départ, là. Puis, donc, ça a été, bon, puis évidemment, ça a été mis, il y en a écrit un billet de blog, ça a été mis sur Facebook. Évidemment, il y a des gens qui prennent plaisir à critiquer tout ce que je dis puis à me traiter de crise de conne, de ci, de ça, qui se sont fait plaisir sous les commentaires, dans les threads à liser là, sur ses réseaux sociaux. Puis là, il dit « Oh non, moi, je ne les vois pas car j'ai bloqué beaucoup de personnes. » Mais on sait qu'en vrai, c'est vrai. Là, il y a vraiment du monde qui m'envoie chier avec des insultes quand même assez violentes. Puis lui, il voit tout ça, puis il dit... À savoir la responsabilité d'une personne. Tu sais, spontanément, j'ai le goût de dire... Tu sais comment les gens vont réagir quand tu écris. Je parle pas de toi, mais de Lisée, quand il sait qu'est-ce que ça va susciter. Mais en même temps, on est responsable. Je suis une femme autochtone de 25 ans. Puis Lisée, pendant sa retraite politique, pourrait prendre son temps pour contempler la pluie, le beau temps, plein de choses. C'est poli. Mais c'est ça, non, mais il pourrait faire bien des choses. Puis, tu sais, je veux dire, il n'est pas cave, Lisée, là. Non, vraiment pas. C'est ça, puis moi, c'est ça c'est la bassesse de cette chose, puis de tolérer ces pluies d'insultes sur c'est sous un tweet qu'il a lui-même écrit. Moi, c'est ça qui me dérange. J'ai 25 ans, là. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais?
T'as quel âge, Lisée? Sérieusement, tu sais, j'étais comme, t'as pas rien d'autre à faire en cette superbe journée de semaine. Mais tu vois, éthiquement parlant, puis là, encore là, je lisais là-dessus, je me demandais, je pense que la manière éthique de faire ce genre d'affaires-là, c'est qu'il faut mettre de l'avant nos idées, mais prendre un texte de quelqu'un d'autre ou une vidéo de quelqu'un d'autre, ou tu sais, de prendre la position de quelqu'un d'autre et la démolir, c'est pas comme ça qu'on crée une société, je pense. Puis on invite au dérapage quand on fait ça. Je pense que dans ce cas-là, si pour lui, Lisée, ça n'a pas de bon sens, ce concept-là, ben, il devrait faire, lui, justement, du contenu pour répondre à ça. C'était super fallacieux aussi de dire genre nos fonds publics ils financent ça, puis là tout le monde était comme tabarnak, c'est pas vrai que mes fonds publics vont aller à de la propagande de gauche, puis tu sais, puis comme vraiment faire peur au monde sur Twitter, vraiment sorti nulle part un an après que cette capsule-là soit sortie. Moi, c'est ça que je comprends pas, puis c'est ça que j'ai en taguant François Legault, puis la CAQ, puis Simon Jolin Mais de toute façon, ils gagnent déjà. Ils gagnent déjà, ces gens-là, tu sais, dans le sens que c'est gagné, là. Ils l'avoueront jamais, la CAQ. Là. Je sais pas pourquoi que ça s'acharner. Mais sérieux, ce que vient de dire Maïté, là, moi, ça me met... J'ai fait attention à mes mots là, depuis le début, là, mais ça me met profondément en crise. Puis je vais te dire pourquoi. Ouais. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble au métro et tout. Et j'étais intervenu auprès de la rédaction du métro il y a de ça 3 ans. T'en souviens peut-être, Maïté, pour qu'on arrête, pour qu'on filtre les commentaires des commentaires haineux. T'sais, une fois, ça va. La deuxième, troisième fois, là, on te crisse dehors. Ça avait fait un show en disant on ne peut pas limiter la liberté. J'ai dit là, je m'en fous. Parce que les filles, disons-le franchement, là, les Judith et compagnie étaient victimes d'une d'attaque. Je veux dire, moi aussi, ben, je suis baveux, puis je l'assume, puis ça va, là, mais en plus, les filles, il y a tout le volet sexuel de l'affaire, puis dans le cas de Maïté, il y a l'aspect communauté minoritaire et ainsi de suite. Et là, quand je vois que, tu sais, c'est Joe la banane, c'est une chose. Mais Lisée, qui est vraiment pas un cas, sait très bien que le racisme systémique existe. C'est pas une question de « Hey, ça existe-tu, ça existe pas ». Je ne demande pas de croire au Père Noël ou à la Fée des étoiles, là. Ce que je te demande, là, c'est de reconnaître la science. Ben, la science sociale te dit que le racisme systémique, c'est un fait avéré. Faut arrêter de niaiser, là. Faut arrêter de jouer au cave. Puis il dit « Non, non, moi aussi, c'est les actions. Regardez, j'avais déposé un plan il y a quelques années. » Ben, ton plan, là, Lisée, c'est parce que c'était toutes des solutions pour attaquer le racisme systémique, par exemple, des CV anonymes, puis ainsi de suite. Bon, ben, on va arrêter de niaiser puis jouer au fou. Mais regarde, ça, là, c'est drôle parce que ça témoigne justement du clivage ou de comment ce terme-là est rendu chargé et au point où certains groupes veulent s'en éloigner et d'autres s'en approcher. Mais Benoît Charette, en 2010, il y a un extrait qui circule de lui sur les réseaux sociaux beaucoup où il parlait de racisme systémique, en d'autres mots, mais il parlait de lutter contre ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, pour qui j'ai des affinités en passant, là, que j'apprécie, il y a 4 ans encore, dans sa première course au PQ, parlait de la lutte contre le racisme systémique. Mais ce mot-là est comme devenu, dans les 2-3 dernières années, instrumentalisé par un groupe. Fait que là, c'est comme rendu toxique pour eux de l'avouer, mais c'est drôle parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, avec la saga de Lisée sur Twitter, là, lui-même s'est prononcé là-dessus, puis il a dit « Moi, je pense pas qu'on devrait enseigner quelque chose à l'école comme un concept comme le racisme systémique qui est encore très débattu, qui est encore très tabou. » Tu sais, hey, à 60%, à ce point-là, là, je suis comme... 60% des Canadiens sont pour le retour de la peine de mort. Comme il y a 37% des gens qui sont pour limiter l'avortement. Fait que c'est encore débattu, là, mais pourtant, on a le droit d'en parler à Radio-Canada. Là. 32% des Québécois qui refusent l'immigration musulmane. Étude de Paul Heath, prof en sociologie. Il y a beaucoup de... Ben, c'est ça. Puis sérieusement, pour peut-être finir là-dessus de mon bord, c'est de l'instrumentalisation. Quand Jean-François Lisée disait dans sa course à la chefferie au PQ où il était parti pratiquement bon dernier, on se rappelle, hein, c'était Cloutier qui était premier, puis de loin, quand il s'est mis à dire « Il y a des hijabs partout, ça suffit », va donc dire, toi, il y a des kippas partout, ça suffit, voir comment ça va se terminer, ton affaire, ça va se terminer au Comité des droits de l'homme de l'ONU, plus dans la presse internationale. Mais là, il y a une normalisation d'un genre de discours qui est pas trop cachère, sans mauvais jeu de mots, mais on finit par passer par-dessus, puis c'est pas plus grave que ça.
Mais ça devient drôlement problématique parce que c'est les communautés minoritaires qui en souffrent en premier. Puis franchement, je pense qu'on est capable d'élever le débat un petit peu plus haut que ça serait pas trop sorcier. Saint-Pierre Plamondon, franchement, il a aussi il s'est mis de chummer avec Bocoté pour devenir chef du PQ. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est pas mal Bocoté qui décide qu'est-ce qu'il va se dire, qu'est-ce qu'il va pas se dire. On dira ce qu'on voudra, là, mais c'est pas mal ça. Vous allez me mettre dans la marde. Hey, mais tu vois, mais là, moi, il y a quelque chose que je reconnais là, quand je joue le centriste, c'est un privilège que j'ai. Puis je le reconnais, là, c'est un privilège de pouvoir lancer tendre une main des deux bords pour essayer de réconcilier les gens. Des fois, puis ben, moi, j'en profite de ce privilège-là. Puis je vais continuer d'en profiter quand je dis que la CAQ qui l'avoue pas, le racisme systémique, ça m'a gossé longtemps, mais je vais apprendre à vivre avec ça. Puis je vais essayer de faire les petits bouts de chemin, je peux, pour le moment, moi, essayer de voir du positif là-dedans parce que je le vis pas puis je le subis pas, le racisme. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir ces ponts-là dans la société. Fait que moi, je vais essayer d'être moins en colère, puis de plus centré dans tout ça, en espérant que Benoît Charette, qui doit être une bonne personne aussi, pose des fucking gestes concrets plus que de juste condamner les néo-nazis puis 1 ou 2 actes racistes dans la rue. Parce qu'il y a quelqu'un qui tweetait quelque chose de super fascinant. Il disait si tu reconnais pas le problème systémique du racisme, tu vas faire quoi comme ministre? Tu sais, genre, c'est quoi que tu peux faire contre le racisme? Ben, la bisoune à M. Patate, peut-être. Ouais, c'est ça. On revient à M. Patate. Hey, merci à tous les deux. J'ai trouvé ça super intéressant. Je limite ça dans le temps pour que ça soit écoutable parce que le fait de ne pas être en présentiel puis d'être à distance, pour le son, pour le rythme, c'est pas évident pour les auditeurs. Fait que c'est pour ça que je tiens ça que ce soit assez court, mais je tiens à vous dire que moi, j'aurais parlé 3 heures avec vous autres. J'aurais continué. Je trouve ça fascinant. On se connaît pas dans la vraie vie, un peu via les médias, les réseaux sociaux, mais j'ai trouvé ça intéressant que vous soyez prêtés à l'exercice. Merci. Je vous ai pas senti dans la retenue. Vous avez bien embarqué. Je suis très satisfait. Je vous libère pour la soirée. Tu nous connais mal, on s'est retenu pas mal. C'est vrai? Oh shit! Ben, je pense que je vais vous réinviter alors. Merci à tous les deux. Comme je dis, je vous libère, je quitte. Je vous enlève de l'image. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais au revoir. Merci. Salut. Merci. Au revoir. Pour les gens, j'ai pas été capable d'ajouter leur nom. Je sais pas pourquoi, d'habitude ça fonctionne, mais là ça fonctionnait pas. Alors c'était Maïté Labrec-Saganache et Frédéric Bérard, qui sont tous les deux chroniqueurs au Journal Métro, mais qui ont plusieurs cordes à leurs arcs. Qui font beaucoup d'autres choses aussi, qui s'expriment sur beaucoup de choses. Des personnes que je connaissais pas personnellement. Hein. J'avais jamais parlé vive voix avec eux. J'ai aimé comment ils osent plus que moi, je pense. Il osait plus que moi, il était moins gêné que moi, fait que ça a été bien agréable. Mis à part le petit bug au début, le pépin technique de son. Bon. Anyway, c'est tout pour l'épisode de ce soir. Merci d'avoir été là. Vous étiez nombreux et vous discutiez beaucoup. Désolé pour les gens le spam qu'il y a dans les commentaires. Si je veux être respectueux de mes invités, je peux pas comme aller censurer les commentaires en même temps, fait que je suis comme pogné avec ça. Désolé, on va trouver une solution. Peut-être qu'on travaille sur quelque chose pour la semaine prochaine. Je peux pas en parler. Je croise les doigts, mais on travaille peut-être sur une petite nouveauté. De quoi de légèrement différent la semaine prochaine. Alors, merci tout le monde. Bonne fête de soirée. Au revoir.